J'ai eu une directrice un jour qui m'a dit, et puis certaines choses que je peux prendre de direction que j'ai eu certaines directions qui ont été extraordinaires, entre autres cette dame qui m'avait dit, il faut que tu les aimes à l'âge qu'ils ont. Je me suis toujours souvenue de ça. Bienvenue à Que Sarah Sarah, un podcast animé par moi, Sarah Anne Lalonde. Joignez-vous à moi et prêtez vos oreilles aux conversations inspirantes où je découvre les passions et les projets de pédagogues sur le terrain. Écoutez à nos conversations, permettez-vous d'être inspiré et laissez libre cours à votre imagination. Vous écoutez à épisode 98, des retrouvailles, 14 ans plus tard avec mon ancienne enseignante de 6e et 7e année, Mme Monique Poulain. On se lance dans épisode 98. Je veux t'appeler Mme Monique. Monique, tu peux. Madame Monique Poulain. Ça fait longtemps que je me cherche quelqu'un à jaser avec pour parler de c'est quoi l'enseignement, à la retraite. J'ai commencé mon podcast quand j'étais encore élève, étudiante à la faculté d'éducation, puis j'ai parlé à beaucoup d'étudiants qui faisaient leur bac en éducation. J'ai parlé à beaucoup d'enseignants qui sont en poste. J'ai parlé à des conseillers pédagogiques. J'ai parlé avec des directions d'école, mais j'ai pas encore eu la chance de jaser avec une enseignante à la retraite. Et j'ai beaucoup de questions. D'accord. Donc, bienvenue ici. Merci beaucoup. J'imagine que c'est ton premier podcast. Mon tout premier. C'est un tout début pour moi. Excellent. Est-ce que tu écoutes des podcasts? À tout moment, oui. Oui. As-tu un podcast préféré que tu écoutes en ce moment? C'est quand je vois quelque chose à l'Internet qui m'intéresse et puis là, j'apprends qu'il y a des podcasts. J'en ai écouté plusieurs du conseil au fil des années. C'est le fun parce que tu es enseignante à la retraite, en gros guillemets. Tu écoutes déjà des podcasts. Moi, j'enseigne à mes élèves c'est quoi des podcasts. Donc, ça ne veut pas dire que notre âge dicte vraiment nos connaissances en technologie, mais on va sauter dans toute cette conversation de technologie tantôt. Avant, j'aimerais que tu te présentes un peu pour ceux et celles qui ne te connaissent pas aussi bien que moi, disons. Nous expliquer d'où tu viens, tes expériences, ta carrière en éducation un petit peu. Alors, je suis Monique Poulain. Je suis enseignante depuis toujours, j'ai l'impression. J'ai commencé à enseigner en 1972. 72, OK. Mais j'ai laissé l'enseignement en 80. Puis, je suis restée à la maison pendant 8 ans avec mes garçons. OK. Donc, je suis maman de 3 garçons. Je suis restée à la maison. En 88, je retourne à l'enseignement. Et depuis, j'ai pris ma retraite déjà 10 ans passés. Et puis, j'ai été assez chanceuse de continuer à faire de la suppléance. Je me suis limitée avec très peu à chaque année, à l'exception de l'année passée et cette année, où j'en fais pas mal plus. Oui. C'est ça. Ça fait longtemps que je suis dans le système. J'ai vu passer beaucoup de différentes méthodes qui nous ont été enseignées et qu'on a partagées depuis le début. Je pense que la raison pourquoi je suis ici, c'est parce que j'aime encore beaucoup être dans une salle de classe. J'aime être avec les élèves, avec les enfants. Des journées qu'on est plus essoufflé que d'autres journées. Ouais. Mais des enfants, ça reste des enfants. Et puis, quand il y a un élève tout à coup qui te dit « Madame, je viens de comprendre », t'as raison d'être là. C'est powerful que tu sens encore ça. Puis, tu sais, parce que comme t'as des enseignants, des nouveaux enseignants, tu sais, dans leur 5e année de carrière, qu'ils ont perdu ça, des fois, tu sais, ou qui passent en burn-out, ou qui... Oui. Je pense que des fois, c'est facile de perdre cette raison d'être, ce pourquoi on parle beaucoup souvent du why, comme c'est quoi ta raison d'être ici. Oui. Ça fait combien d'années est-ce que tu enseignes environ? J'ai pris ma retraite avec 32 ans d'enseignement. OK.
tu viens à l'école encore en tant que suppléante pour les élèves. Oui. Là, je me suis demandé comme, OK, je me demande, est-ce que tu as trouvé que les élèves ont, en guillemets, changé? Tout le monde dit, les élèves, c'est les élèves changent maintenant, ils ont la techno, ils changent, ils sont plus comme ils étaient 20 ans passés. Qu'est-ce que tu en dis? Et 30 ans et 35 ans passés. Oui. Les élèves ont changé énormément. C'est un développement qui s'est fait quand même assez graduellement chez les enfants. OK. J'ai pu voir le changement chez les enfants. Même avec leur engagement envers l'éducation, l'engagement des parents est différent. Donc, évidemment, ça découle chez les enfants. Donc, c'est quelque chose, je pense à deux idées. Tu sais, est-ce que nous, on peut travailler de façon plus proche avec les parents, gagner du respect? Tu sais, un peu un tag team avec le parent, collaborer et travailler ensemble pour l'élève. Puis tu sais que, tu sais, on dit toujours comme on veut les parents sur notre bord, tu sais, comme si on était vraiment une équipe. Oui. Je pense que le respect aussi, comme tu as dit, coule un peu de la vie à la maison. Et puis, l'autre chose, c'est que avec tout cet élément de respect, c'est comme si nous, dans nos salles de classe, il faut aller plus loin que juste le contenu de maths ou de respect. Tu sais, il faut vraiment, comme tu vois, le manque de respect envers eux-mêmes, envers eux et les adultes. Donc, c'est de comme enseigner pratiquement comme explicitement ce respect-là. Comme, c'est quoi les comportements observables du respect, tu sais? Oui. En 5e année avec tes élèves. J'imagine que c'est quelque chose que tu as dû faire. Je le vis à tous les jours pour des choses minimes. Oui. Mais comme tu dis, tu as entièrement raison, Sarah. Il faut presque l'enseigner. Oui. Parce que c'est quelque chose qui a été perdu au fil des années. Je ne pourrais pas dire exactement pourquoi, mais je trouve que en discutant avec les enfants, en leur demandant simplement ce que tu as fait, est-ce que c'est un geste positif? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire envers n'importe quel élève, envers n'importe quel adulte? Discuter avec eux. Donc, il ne faut jamais fermer la porte. C'est ça. Parce que l'enfant doit absolument savoir pourquoi. Bien souvent, l'enfant ne s'en rend pas compte parce que c'est un comportement acceptable ailleurs, possiblement. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Puis former une équipe avec les parents, très important. Toujours garder les lignes ouvertes avec les parents. Et puis, ce que je faisais, j'ai enseigné 7e et 8e année pendant 21 ans et demi. Oui. Donc, 7e année, tu m'as enseigné. C'est ça. 6e et 7e année. 6e et 7e, t'as été mal prise, toi. Ce qui était important pour moi, c'était que les parents sachent qu'il y avait des comportements difficiles, très difficiles à admettre aux parents qu'il y a des comportements de la part de leur enfant. En général, les parents veulent appuyer leurs enfants. Les parents ont à cœur le succès de leur enfant, puis c'est à travers le respect qu'ils vont l'avoir. Ce que j'ai aimé, comme ce que tu as dit, il faut jamais comme fermer la porte sur l'élève parce que le respect, c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre pour être capable de vivre en société. Toi, tu les vois à l'élémentaire, moi, je les vois au secondaire. Ça se peut qu'on travaille les mêmes choses dans nos classes, 5e année, 9, 10, dans mon cas. Donc, peu importe, comme le but de l'école ou des enseignantes, c'est de former des citoyens qui vont être capables de vivre de façon respectable en société avec les autres. Donc, c'est comme, juste une petite faveur qu'on leur fait, de leur montrer c'est quoi le respect, essentiellement. Entièrement. Oui. Entièrement d'accord avec toi. OK. C'est Ah fou. oui. Et puis, ça commence chez les tout-petits. On les voit, les tout-petits, qui sont des trésors, les petits de 4 ans et 5 ans, que j'ai eu la chance d'enseigner l'année passée. En ayant fait une carrière chez les grands, c'est quand même beaucoup que d'enseigner les petits de 4 ans et 5 ans. Oui. Et puis, ce sont des petites éponges. Et puis, ils sont toujours prêts à apprendre, mais ils ont besoin des bases.
Et puis, ça vient... Quand ça Il faut vient se pas rappeler de des bases quand on Oui. grandit. C'est ça. Puis quand ça vient pas toujours de la maison, pour maintes raisons, il y a pas il y a pas de blâme. Non. Il n'y a pas de blâme. Il y a tellement de raisons. Tant qu'on ne vit pas ce que ces gens-là vivent, on ne peut pas juger. Mais ces enfants-là ont besoin qu'on leur dise, puis qu'on les reprenne, puis qu'on les reprenne, puis qu'on les reprenne pour la même chose. Et comme tu dis, 5 ans de maintenant, tu vas les reprendre possiblement pour la même chose. Oui. Bien, d'une autre façon, puis tu vas probablement cliquer avec un élève, puis oups. Oui. Parce que dans la société, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas acceptables ou qui ne devraient pas l'être. Exact. Ma vision. Le respect, c'est quelque chose qui se vit ou qui peut s'apprendre, tu sais, de façon explicite, mais c'est autant de façon implicite, juste avec toi en tant que modèle. Comme des fois, on oublie que nous, en tant qu'enseignante dans la salle, ou qu'enseignante dans la salle comme modèle, tu sais, faire du modelage de juste nos comportements intentionnels dans nos façons de faire, mais moi, je me rattrape souvent à dire comme, OK, je me rappelle que les élèves m'observent, comme veux pas. Que tu as raison. Puis ils remarquent plein de choses. So, même si je peux juste être un modèle de respect pour eux, même si je leur dis pas comme de façon explicite, voici, je te dis bonjour avec un sourire à tous les jours parce que je suis respectueuse envers toi. Oui. Tu sais, c'est peut-être des comportements que eux qui peuvent attraper. Tu sais. Oh, c'est tellement bien. C'est pas étonnant que tu sois dans une salle de classe, Sarah. C'est ça, non. C'est vrai. Mais ce qui nous rapproche, même avec tes 30 plus années en carrière, puis moi, ma deuxième, c'est juste qu'on a cette passion pour les élèves, right? Oui. À la base, c'est très simple. Il faut les aimer. Oui. J'ai une directrice un jour qui m'a dit, et puis certaines choses que je peux prendre de direction que j'ai eu certaines directions qui ont été extraordinaires, entre autres cette dame qui m'avait dit, il faut que tu les aimes à l'âge qu'ils ont. Puis je me suis toujours souvenue de ça. Parce qu'à ce moment-là, j'avais les grands de 12, 13 et 14 ans. Les grands. Puis je pouvais faire plein de choses avec ces enfants-là. Oui, je chicanais, j'étais sévère, j'avais quand même une méthode sévère, mais j'ai gardé des liens extraordinaires avec les jeunes, qui sont maintenant moins jeunes, eux aussi, en les aimant à l'âge où ils sont. Puis je pense qu'en tant qu'enseignante, quand on se ramasse, peut-être que toi, Sarah, c'était peut-être pas 9e, 10e année que tu voulais au début, mais tu les as à ces âges-là, faut que tu les aimes à ces âges-là. C'est intéressant parce que, tu sais, je me retrouve encore en tant qu'enseignante, tu sais. Toi, tu viens juste d'exprimer que tu étais sévère, mais tu étais capable de former des bons liens. Ma personnalité, comme j'ai de la difficulté, encore en guillemets, à être sévère parce que c'est pas naturel. Je veux pas trop être un pushover non plus. Il y a des choses qui passent moins. Tu sais, manque de respect, ça passe pas. Tu sais, Madame Lalonde, elle va pas être contente. Comme, tu sais, lever mon ton. Je vais être bien plus sérieuse pour certaines choses que d'autres. Oui. Est-ce que tes élèves en 5e année ont des appareils technologiques comme des iPhones, des iPods? Non. Non? Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit à l'école. le droit à l'école. Par contre, j'ai un élève, une anecdote ici. J'ai un élève, aujourd'hui, c'est jeudi, lundi matin. Il se lève tout à coup en pleine classe. « Madame, j'ai oublié que j'avais mon cellulaire dans ma poche. Je vais aller le mettre dans mon sac d'école, OK? » OK, vas-y. J'ai dit, tu sais que tu n'es pas supposé à l'école. Non, mais mon petit frère joue des jeux dans l'autobus. C'est pour ça que je l'apporte. Okay, on va le mettre dans ton sac. Donc, ils le savent. Moi, j'ai même pas demandé. Non, évidemment. Ils sont bien, ouais. Est-ce que tu as déjà fait de la suppléance dans une classe? Est-ce que tu fais de la suppléance juste à l'élémentaire? Seulement à l'élémentaire. Seulement à l'élémentaire. Je me suis limitée, même je ne vais pas en 7 et 8. Jusqu'en 6e maintenant. Wow! Oui, parce que je trouve que je n'ai plus l'énergie à leur donner. C'est pas juste parce que je serais probablement très stressée de ne pas être capable de leur donner l'énergie nécessaire en 7 et 8. J'ai bien aimé toutes mes années à l'intermédiaire. Mais là, je n'ai plus ce qu'ils ont besoin. Okay. Donc, je me limite. Mm-hmm. Ouais.
Intéressant. Ce que j'essayais de voir, c'est si tu vivais ce défi avec les appareils techno comme... C'est plus une réalité au secondaire, évidemment. Mais peu importe, j'imagine que tu travailles quand même avec des Chromes à l'école. Oui. Les élèves, on leur apprend plein de compétences, disons, à l'aide de nos outils technologiques. Tu sais, comment communiquer à l'écrit, comment faire une bonne recherche sur Google avec la pensée critique, tu sais, utiliser nos appareils comme des Chrome pour être créatifs sur certains logiciels, comment collaborer ensemble sur des Google Docs. Oui. Est-ce que tu sais, parce que j'imagine que tu as vu l'évolution de la technologie un peu. Je sais ça parce que tu m'as enseigné dans le laboratoire informatique. Ça fait longtemps avec, tu sais, oh my gosh, les grosses machines, tu sais, on faisait tape-touche puis toutes ces choses comme ça. Comment est-ce que tu vis cette transition? Comment est-ce que tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en penses? Commentaires, inquiétudes? Je peux te dire que moi, c'était en 1988, quelques années passées, où on a introduit l'ordinateur à l'école, dans les écoles. J'essayais de me rappeler du nom. Il y avait un nom particulier, puis je m'en souviens pas. C'était le gros clavier dans lequel c'était le bout du clavier, c'était du gros plastique, puis la souris, c'était une boule. Puis on roulait la boule. Ça, c'était notre souris. La boule était sortie sur le dessus. Et puis, on nous a introduit ça aux enseignants le soir après l'école, mais c'était seulement pour les élèves surdoués. Donc, il y avait 2 ordinateurs dans la salle d'école. Je suis tombée en amour avec l'informatique. L'année d'après, ou 2 ans après, je me suis acheté mon premier ordinateur à la maison, les monstres qu'on avait. Depuis ce temps-là, j'ai vraiment grandi avec ça. Je dois dire que tellement peu de technologie avant ça que c'est en 1974 que je me suis payé une grosse traite. Je me suis acheté une petite calculatrice pour compiler mes notes pour les bulletins. Une calculatrice à pile. C'était comme du vraiment nouveau. Les chiffres étaient rouges. Donc, ça, c'est pour dire comment loin on est venu. Tranquillement, j'ai eu des ordinateurs dans les salles de classe. Je suis allée faire mon spécialiste en informatique pour les salles de classe. J'ai toujours aimé que les enfants travaillent là-dessus. Je fais les bulletins là-dessus depuis le tout début que les bulletins ont été introduits. J'ai vu énormément de changements. Personnellement, en étant partie des écoles, en venant seulement comme suppléante, je trouve le défi un petit peu avec le TBI. Parce que j'ai dû apprendre plus avec ça. Que les enfants aient la chance d'avoir des Chromebooks, je mets mon nom, je les réserve régulièrement. Les enfants les ont entre les mains, souvent. On a aussi la chance d'avoir les iPads, peut-être un petit peu moins souvent. Je trouve qu'avec les iPads, les enfants sont portés à jouer plus. Tandis qu'avec le Chromebook, ils vont faire des recherches. Chromebook, un outil de travail, iPad, outil de jeu. Intéressant. Plus ou moins. Plus ou moins, parce qu'il faut vraiment là, que je prenne parce qu'on est quand même limité dans les logiciels qu'on a dedans. Parce que ce sont quand même des logiciels de maternelle à 6e. Donc, c'est limité. Avec les Chromebooks, les jeunes, je trouve ça intéressant, fort intéressant, que je leur dis, aussitôt que tu as fait un paragraphe, tu dois me l'envoyer. Donc, les enfants m'envoient des textes et puis moi, je reçois ça dans mon Gmail et puis je vérifie ce qu'ils font. Je trouve ça fantastique, je trouve ça formidable. De là, avec nos téléphones, avec nos iPads, on a toujours une calculatrice proche. Et puis, ce sont devenus des outils que nous avons à la main. Est-ce qu'on en abuse? Est-ce que les jeunes en abusent? Certains jeunes en abusent parce qu'ils oublient. Ils oublient le plagiat. Ils oublient que tu ne peux pas juste jouer des jeux avec un outil de travail. Qu'à un moment donné, tes yeux ont besoin de recul. Donc, il y a des dangers qui existent. Mais avec l'imitation, je trouve ça
fantastique. Je trouve que les enfants sont tellement chanceux. C'est ça. Mais c'est tout, comme c'est des nouveaux défis en tant qu'enseignant et enseignante qu'on doit intégrer comme tu sais dans nos cours, parler de pas comme j'allais pas dire la protection, mais juste comme pour notre santé mentale, se protéger de cette addiction-là que dès un jeune âge, tu sais, les applications de jeux sont comme faites pour qu'on soit addicté. Comme il y a plein de données scientifiques qui expliquent tout le dopamine qu'on reçoit quand on réussit des niveaux, puis on veut continuer, comme Candy Crush, par exemple. Oui. Tu sais, jeu très simple, mais très addictif. Donc, sensibiliser les jeunes, juste gestion de temps. Tu sais, je me dis, quand j'étais dans ta classe en 6e, 7e année, ben, j'ai appris à gérer mon temps, mais j'avais pas autant de choix de choses qui pourraient me distraire, autre que mes amis alentour de moi. C'est vrai. C'était eux. Oui. Mais là, dans mon contexte, mes élèves dans ma classe, eux, ils n'ont pas seulement les amis dans leur classe, mais ils ont tout le monde sur leur réseau, Snapchat, Insta, texte. Oui. T'sais? Tellement rapide. Moi, ça me fascine parce que moi, je suis encore avec l'index pour faire mes textes. Puis je regarde les jeunes, un de main. Oui. Puis ils envoient les textes. C'est incroyable. Mais c'est ça. Apprendre à gérer, comme tu dis, le temps. Puis apprendre qu'il y a quand même des dangers qui existent. La santé mentale, puis la santé physique. La santé physique, oui. Les enfants sont penchés bien souvent, ou la tête penchée beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'ils regardent l'écran, un petit écran dans leurs mains. Et puis ça ne peut pas remplacer un gardien ou une gardienne. Ça ne peut pas remplacer un adulte devant eux. Et puis c'est ce que les enfants doivent apprendre tranquillement. Puis à ce moment-là, Sarah, je dois dire, ça veut dire qu'il faut rajouter à notre curriculum. Parce qu'on a rajouté enseigner le respect. Maintenant, on rajoute comment employer la technologie en toute sécurité. Oui, puis c'est intéressant parce que je viens d'enregistrer un podcast sur la citoyenneté numérique, comment être un bon citoyen, tu sais, en ligne, comment bien contribuer en ligne. C'est quelque chose qui se rajoute, tu sais. Aussi, peut-être moins en 5e année, mais définitivement plus à l'intermédiaire quand ils ont leur compte de réseaux sociaux, puis parler de sécurité en ligne, comment être un bon citoyen tu sais, numérique, parce que pour eux, leur vie se passe autant en personne que sur leur téléphone. C'est comme la même chose. Oui. Puis si on ne les montre pas, on a tellement le pouvoir dans nos salles de classe à... J'aime juste tellement le mot anglais comme « to reach them », surtout de cette façon-là. Oui. Même si ça nous ajoute du travail, je pense que c'est tellement une de nos responsabilités. Et moi, en tant qu'enseignante du secondaire, mon Twitter, j'ai un site web, j'ai mon podcast, j'ai un YouTube. C'est tout ouvert pour que mes élèves aillent voir. J'ai rien à cacher. Non. J'ai pas de compte Facebook, puis mon compte Instagram personnel, c'est privé pour ma vie, puis je garde ça à moi. Oui. Mais pour le reste, Oui. je suis très fière de montrer à mes élèves, regarde comment tu peux bien contribuer à un espace numérique, un réseau en ligne. Voici des exemples concrets, tu sais. Oui. Donc, encore, ce modelage est important parce que... Exactement. Exactement. Si nous, on le fait pas, comme... Qui va le faire? C'est ça. Qui va le faire? Parce que maintenant, on voit des familles entières au restaurant où les enfants ont soit un téléphone ou une tablette, et puis les parents sont sur le téléphone. Oui. Et puis, je le sais, encore là, je ne juge pas parce que je ne marche pas dans leurs souliers. La vie est rapide, on a énormément de responsabilités partout, partout, partout. Je trouve ça malheureux. Juste c'est drôle. Pendant le mois d'octobre, j'ai vécu un social media detox. J'ai fait 31 jours, pas de Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, rien comme ça. Vraiment? Oui.
Puis j'ai lancé le défi à mes élèves. J'ai dit, est-ce que ça vous intéresse à le faire avec moi? On va le faire pour 1 semaine. OK. Tu sais, on commence petit avec eux. Sinon, j'aurais eu zéro participant. So, ils l'ont fait. Vraiment? Puis on a co-construit ensemble la liste de réseaux sociaux qu'ils ne pouvaient pas utiliser OK. et ceux qu'ils ont été capables d'utiliser. So, ils pouvaient utiliser Messenger, tu sais, c'est pas OK. comme un réseau social vraiment, on était spécifique. OK. Encore YouTube, on s'est dit c'est correct, c'est des vidéos, c'est pas comme si tu peux... T'allais chercher d'autres mondes. Ouais. Donc, cela était acceptable. Gmail était acceptable. Google Classroom acceptable tout le temps. OK. Mais, anyways, on a co-construit capable, comme le oui puis le non, la liste. Et puis, on a, à tous les jours en English, on a réfléchi sur une question comme « How are you feeling today? » Day 3 without social media, comme dans ton corps. Est-ce que tu y penses? Est-ce que, tu sais, comme, as-tu des symptômes? Un peu comme ça. Oui. Puis c'est tout sur mon blog, à sarahanlalonde.com. J'ai pris les blogs de mes élèves, je les ai mis en ligne. Puis à la fin, jour 5, ben comme, ouais, c'est plus comme 6 jours. On a commencé dimanche, puis on finit vendredi à la cloche. OK. Puis le jeudi, il avait choisi un mot d'une liste pour un peu résumer comment ils se sont sentis. C'est déjà 5 jours pour un ado de 14 ans. C'est comme si le FOMO, Fear of Missing Out, toute sa vie se passe en ligne. Si t'es pas là, oh my God, tu vas tout manquer. Right? C'est vrai. J'étais juste tellement fière d'eux. Donc, ils ont choisi leurs mots comme calme, ici, maintenant, bien. Comment ils se sont sentis? Ils ont choisi un mot. Puis, on a créé des genres de keychains avec leurs mots. Puis, avec un fil USB qu'on a comme tout défriché, qu'on a coupé, qu'on a mis sur l'anneau. Puis, ils ont leurs mots, ils ont leur clé USB pour se rappeler l'importance, des fois, de se déconnecter des réseaux. Wow. Parce que pendant ce temps-là, ils ont tellement vécu comme... C'est difficile, oui, mais tellement de bienfaits. Tu sais, même de façon comme physique, mentale, sociale. Ils ont dit, madame, je peux plus se concentrer en classe. J'ai plus mon Instagram que je veux checker. Tu sais, parce que je leur dis, tu sign out, log out, delete tes applications, on les touche pas pour 5 jours. C'est ce que moi j'ai fait pour 31 jours. Puis j'ai eu des élèves qui ont voulu continuer après les 5 jours avec moi. Ils ont fini le mois. Ils ont fait le mois. Oh, Sarah, que c'est beau. Oui. C'est vraiment un bon modèle. L'influence, right? Positivité, oui. Oui. Ah oui. Cette influence-là. Wow. Puis toi, comment tu t'es sentie? Ouf! Ben j'ai fait toute une réflexion sur mon blog, sur lalonde.com. Okay. Donc là, je vais voir. Je vais aller voir ça. C'est comme, par où commencer, en long et en large, ça a été difficile. Durant la première semaine, j'ai dit le FOMO, comme le Fear of Missing Out. Je suis très impliquée dans la vie, l'atmosphère Twitter. Okay. J'aime contribuer, j'aime aimer des choses, j'aime avoir des idées, éducation. Je me suis sentie comme déconnectée de cet aspect professionnel. J'ai su que Instagram, nécessairement, ne m'apporte pas rien de bon dans ma vie, que j'ai été capable de vivre 31 jours sans vouloir, sans avoir le désir, que j'étais mieux dans ma tête. Comme je me comparais moins. Je passais beaucoup moins de temps à juste prendre mon cell, puis ouvrir Instagram, puis juste faire le scroll. Un peu comme on fait sur Facebook beaucoup. Puis Snapchat aussi, les deux. Je les utilise moins. Déjà, on est comme le 20 novembre, puis je vois mon utilisation comme réduite. Wow. Extrêmement. Puis je me rappelle, comme je me souviens de comment bien je me suis sentie en octobre sans. Puis, ouais. Mais revenons, nous, à la salle de classe. Oui. À tout début d'épisode, tu as parlé de un peu la transition d'approche que tu as vécue, surtout, j'imagine, tu sais, avec la direction du conseil, la direction d'une direction d'école, la direction d'une direction. Tu sais, puis les fads en éducation, tout ça. Est-ce que tu en as, comme, tu sais, qui viennent en tête que tu aimerais partager?
Je sais même pas comment te poser cette question-là, mais ouais, ça m'intéresse. Ouais, je peux dire, quand j'ai commencé à enseigner, on avait un genre de planification provinciale OK. qui était un petit livre qui donnait des directives, plus ou moins, qui ont été supposées d'enseigner. Donc, c'était plutôt vague. Donc, moi, j'ai commencé, puis on m'avait donné des listes. Donc, mais à ce moment-là, tous les élèves avaient des manuels pour chaque matière et tous les élèves avaient des cahiers de notes pour chaque matière. Donc, évidemment, on enseignait de page 1 à page 300. Ça me stresse. J'ai utilisé un manuel pour me guider dans mon enseignement comme en géo puis histoire où je suis beaucoup moins experte, mais jamais. Est-ce que je pourrais être capable de me voir comme enseigner d'un manuel? Mais c'était la façon dont on le faisait. C'est ça. Et puis, c'était beaucoup comme moi, j'avais vécu. Oui. Et puis, ça n'a pas pris tellement de temps que là, ça a commencé à changer, qu'on a eu d'autres directives, qu'on a eu d'autres programmations, parce qu'on n'appelait pas ça le curriculum. Et puis, c'est après l'amalgamation de SDG Prescott Russell en 98 qu'il y a eu le gros curriculum qui est sorti. Okay. Il me semble que c'est à ce temps-là que aussi est sorti avant. Peut-être sorti avant. Excuse-moi, le curriculum est sorti avant, en 90, peut-être 92. Je me souviens pas exactement. T'es quand même bonne avec les années. Non, c'est parce que là, je me suis mélangée. On a eu les curriculums. Et puis, là, on s'est rendu compte que là, il fallait enseigner beaucoup plus de choses. Donc, c'est devenu pas mal plus pesant. Puis, il fallait vraiment travailler. Mais à travers tout ça, même avec le curriculum, on a eu des nouvelles méthodes. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on ne savait plus comment enseigner, je ne sais pas. OK. Donc là, on nous disait, bien, ça ne marche plus les dictées, on ne fait plus ça. OK. Donc là, la méthode qui me ressort le plus dans mes années, c'était la pédagogie ouverte. Partage-moi ça. La pédagogie ouverte, on enseignait par... les enfants pouvaient travailler en équipe ou travailler seuls ou en grand groupe. Quand on avait quelque chose à présenter, on disait, OK, là, c'est grand groupe, donc là, tout le monde. Mais dans la mesure du possible, on ne faisait pas d'enseignement formel parce que ça se pouvait que les enfants n'avaient pas besoin de ça à ce moment-là. Jamais. Bien, t'en faisais ici et là. OK. Surtout pour le français, pour les langues. C'était surtout pour le français. Donc, là, on préparait plein d'activités. Et puis, les élèves pigeaient une activité, ils allaient voir. Puis là, ben moi, aujourd'hui, je vais travailler là-dessus avec un tel, parce que c'était écrit avec un groupe. Et puis là, ils travaillaient en équipe. Donc, on a fait plusieurs années avec l'APO. On travaillait très, très fort, mais c'était des classes très vivantes à ce moment-là parce que je me souviens, à un moment donné, j'avais préparé des activités sur les araignées parce que, j'imagine, ça devait être proche de Halloween. Et puis, j'avais fait une activité en grand groupe, une activité à deux, où celle-là, c'était la recherche réellement de l'araignée connue dans nos régions. Et puis, il y avait une activité seule où c'était l'araignée tiquée de Suzanne Pinel. Et puis là, il y avait tout un travail à faire avec ça. Et puis, c'était constamment des groupes comme ça. Puis, on avait eu de la formation, puis on avait des formations à peu près une fois toutes les 2 semaines après des formations de soirée qui appelaient. Wow. Et puis, on allait à tout. On était comme go. On embarquait là-dedans. Moi, j'étais très contente quand on est revenu, quand la pendule est revenue un petit peu plus dans le milieu, où on a dit, bien là, on va travailler surtout avec l'enseignement session. Donc, l'enseignement session, évidemment, c'était très structuré. Et puis là, on est revenu aux dictées, on est revenu aux conjugaisons de verbes. C'était comme sur les deux bords, soit ouverte ou oui, dans la boîte. Ou plus dans la boîte. Oui. On s'est rendu compte que les enfants, avec ces sessions, les enfants apprenaient à lire beaucoup mieux. Donc, en tout cas, pour moi, mais je parle surtout à mes niveaux. Oui, absolument. Moi, je n'ai pas nécessairement fait de première année. Puis, dans tout ça, on a aussi, à travers les années, les méthodes pour apprendre à lire. Mes garçons ont grandi avec la méthode gestuelle. Je ne sais pas si c'est ça que tu as eu, moi toi. Aussi, oui. A, I, R.
Ensuite, avant ça, il y avait la méthode universelle, dans la méthode syllabique. On apprenait avec B avec A, ça fait ba, B avec E, ça fait be. Donc, il y a tellement de méthodes que j'ai vécues à travers des années où les enfants ont appris. Mais la dernière méthode qu'on a eue, c'était la session avec la lecture intensive. Et puis ça a duré une quinzaine d'années. Ça fait seulement 2 ans que c'était enlevé. Donc là, maintenant, je pense que c'est peut-être un mélange de ça que les enseignants ont gardé, sans garder le programme, parce qu'évidemment, le programme, c'est fini, on ne peut plus s'en servir. Et puis ça, il y a les boîtes de sons, et puis tu associes, là, E-N-A-N, c'est comme dans enfant, ça fait un. Donc, les enfants apprenaient comme ça. Beaucoup de lecture, l'écriture, les copies exactes, où les enfants apprennent à écrire, copier des mots exactement, que je pense que les enfants avaient peut-être besoin. Donc, dans les langues, j'ai vécu, là, la pendule a été totalement sur un côté, puis elle est revenue sur l'autre côté, puis là, la balance un peu plus dans le milieu. Oui. Où on donne des dictées, on fait de la conjugaison de verbes, on fait beaucoup de créativité dans nos écrits, on fait de la lecture, de la compréhension. Donc, on a un peu de tout, peut-être. Tout basé sur le curriculum, évidemment, tout le temps. Oui, tout le oui, temps. oui, oui, oui. I guess que je suis en train de, comme, tu sais, réfléchir l'importance de la structure, right? Ce que j'entends, la façon de faire cette session, c'était plus structuré. Oui. Ouverte, c'était un peu plus, je veux pas dire chaotique, mais beaucoup plus libre, disons. Oui. Mais en même temps, j'espère que quelque part dans le milieu, ou qu'on puisse garder une structure qui rassure et qui sécurise l'élève. Ça, c'est toujours important, tu sais. Que l'élève, au moins, dans ta façon de faire ou dans ta façon d'enseigner ou dans ta salle de classe, c'est à quoi s'attendre. Oui. Parce que je pense que c'est comme tellement important que l'élève va se sentir bien quand il sait à quoi s'attendre. Quand t'es pas comme toujours all over the place un peu. Oui. Oui. Mais en même temps, tu sais, de l'autre bord, avoir plus une ouverture sur, tu sais, comme la différenciation, donner plus de choix. Oui. Tu sais, pas tout le monde doit, tu sais, écrire ou faire leur projet sur un poster. Non, Comme, c'est ça. tu sais, ou les diviser en petits groupes afin d'enseigner la matière de diverses façons. Je te parle, puis c'est pas la première fois que tu entends le mot différenciation. Non, non. Puis ceux et celles qui écoutent non plus, mais comme, tu sais, juste trouver ce juste équilibre. Puis des fois, surtout quand tu as des classes avec 20, 25, 30 élèves, je sais que nous, on était une super grosse classe, puis on avait beaucoup de besoins quand que je repense à mes années ici de maternelle à 8e année, là, on s'est suivi comme... Oui. On s'est suivi, puis je sais pas si j'aurais voulu enseigner ma classe, honnêtement. Je me dis, comment est-ce qu'ils ont fait, puis comment est-ce que j'aurais fait en tant qu'enseignante. Mais quand je considère les besoins et les façons que chaque élève, tu sais, aurait appris le mieux, c'est jamais facile. Puis... Et puis, on se le dit souvent en tant qu'enseignante, tu le fais parce que tu fais des examens de conscience, si tu veux. Moi, je le fais encore maintenant parce que je suis dans une salle de classe pour un petit bout de temps. C'est, OK, j'ai vraiment pas rejoint celui-là aujourd'hui. Oui. OK, demain, je pense que je vais faire ça parce que je pense que ça va peut-être aider. Puis quand tu parles d'être capable de travailler en équipe et tout ça, je le fais régulièrement. Les enfants, malheureusement, les enfants ont beaucoup de difficultés à travailler seuls. Ça leur prend une béquille. Et puis, je leur dis, tu dois me donner 15 minutes seul pour ensuite travailler en équipe. Travailler en équipe, tu vas être capable de t'expliquer un et l'autre. Il y a des questions, c'est là que j'interviens. Et puis, des fois, c'est tout ce que ça prend pour que l'enfant comprenne. Parce que là, son ami lui explique différemment, ou son ami l'a fait. « Ah, t'as fait ça comme ça? Ben oui, là, ça fait du sens. » Donc, on le fait, je dirais, dans ma journée,
on parle d'ancienne enseignante ici, là. Durant ma journée, j'ai plus que la moitié de la journée où ils sont en équipe. Donc, évidemment, tu vois qu'il y a des tables dans la classe, mais les enfants sont rarement même aux tables. Les enfants sont partout sur le plancher. Les enfants sont dans le corridor. Ils ont leurs feuilles, ils décident, ils se prennent des planches à pince et puis ils s'en vont dans le corridor travailler. Madame, je ne peux pas concentrer. OK, je te fais confiance, tu t'en vas dans le corridor. Ça, c'est génial parce que les élèves sont capables. C'est vraiment génial. Sont capables de choisir, sont capables de s'auto-évaluer et de s'auto-réguler pour dire je sais que, tu sais, aller m'asseoir dans le coin avec mon ami, je ne vais peut-être pas être le plus productif. Donc, je demande à madame, tu sais, j'ai besoin aujourd'hui, après le dîner, d'aller m'asseoir dans le corridor pour accomplir la tâche. Donc, juste développer ces compétences-là, c'est extrêmement riche. Oui, ça l'est. Puis s'il était, tu sais, comme en randonnion à des pupitres, c'est pas nécessairement quelque chose qui se développe. Non, mais j'ai 2 randonneurs. Oui, mais ils sont en équipe. Comme je t'ai dit, c'est parce que je ne change rien dans la salle de classe. Mais ils sont capables de choisir quand ils peuvent, tu sais, comme être à la tâche. Ils sont rarement au pupitre. Exact. Rarement aux tables, rarement au pupitre. Moi, je me trouve plus confortable assis à une table. Les enfants se trouvent très confortables assis un peu partout. Moi, c'est par terre. J'adore. Tu vois? J'adore. La lecture silencieuse, même le directeur est passé aujourd'hui, puis j'étais à régler un problème avec 2 élèves, avec l'autre 5 et 6, l'autre côté. Donc, il passe dans le corridor. J'ai dit, Monsieur Ron, peux-tu juste jeter un coup d'œil dans ma classe parce que j'ai ça laissé les élèves? Et puis, il me dit par après, il dit, je pensais pas qu'il y avait d'élèves dans la classe. C'était la lecture silencieuse, et puis c'est quelque chose que j'ai instillé chez eux, que autant de la lecture silencieuse, moi aussi j'aime lire. On prend le temps de relaxer puis lire. Il y a des chaises de parterre, il y a des cubes, il y a des bancs de l'autre côté. Les élèves s'éparpillent partout. Pendant 15 minutes de temps, on n'entend rien. On n'entend rien dans la classe. Je trouve ça fantastique parce qu'ils sont capables de le faire par eux-mêmes maintenant. Au début, c'était un petit peu plus difficile, mais pour ça. Puis encore là, ils ne me disent pas, Madame, aujourd'hui, est-ce que moi, je peux m'asseoir là? Ils entrent dans la classe après le dîner, ils prennent leur livre, puis ils s'en vont quelque part. Donc, comme tu disais, peut-être apprendre à connaître leurs besoins et puis à savoir que si je fais ça, ça ne marche pas. Même chose pour le travail de classe. Et puis, ils le disent. Madame, est-ce que c'est toi qui nous nommes les équipes? Absolument pas. Parce que si je te place avec quelqu'un dont tu ne fonctionnes pas bien avec, tu ne produiras pas. Choisissez avec qui vous allez travailler. Pensez-y avant, par exemple. Exact. Je veux que tu me donnes quelque chose de bien à la fin. 5e année, 10 ans, ils sont capables de le faire. Donc, c'est important. Par contre, quand j'ai quelque chose à leur expliquer, comme quand j'ai fait une révision approfondie de la multiplication à 2 chiffres, puis ils avaient énormément de difficultés, ça me prenait l'attention de tout le monde. Là, c'est une leçon formelle. Oui, absolument. Tout le monde apprend. Puis c'est là qu'à un moment donné, il y a une petite fille qui a dit « Madame, je comprends comment les faire! » Puis là, j'ai fait « J'ai gagné quelque chose! » Donc, ça prend ça. Ça prend le moment où tout le monde est là. Je donne ma dictée le vendredi matin. C'est en silence. Après ça, c'est de la compréhension de texte. Ils s'assoient ensemble, lisent des textes un peu variés, puis ils font de la compréhension. Donc, on a un peu de tout. C'est le mélange entre les deux. Oui. Génial. Ça me fait du bien, juste comme s'asseoir ici puis t'écouter, te jaser. Je me sens comme si... Je peux juste m'imaginer les choses que tu as vues, le montant de croissance professionnelle et personnelle que tu as vécu comme pendant tes années d'enseignement. Tu sais, j'en ai juste 2, puis je suis plus la même enseignante que j'étais l'année passée. C'est fou comment on change, comment on se retrouve, un peu comme j'ai dit avant. Donc, avant qu'on termine, pour toi, quelque chose que tu as appris, tu sais, une leçon peut-être, puis c'est pas une question que je t'ai demandé de préparer, c'est vraiment comme juste sur le coup. Je me dis, pour ceux et celles qui peut-être commencent leur carrière en enseignement comme moi, de la vie, quelque chose, tu sais, on a commencé vraiment real strong avec parler du pourquoi, se rappeler souvent de pourquoi on est ici, c'est toujours une bonne chose à se rappeler, mais y a-tu eu quelque chose dans ta carrière que
qui t'a aidé à cheminer, à passer à travers? Il y a eu différents moments. J'ai jamais été une personne très confiante en moi-même. Et puis, bien souvent, ça ne paraît pas en salle de classe, mais c'est ma personnalité, c'est moi. Et puis, un jour, quand je n'en attendais pas du tout, il y a un directeur qui est venu me voir pour me dire « Tu fais assez du beau travail. Oh, moi, là, j'aime assez la façon dont tu as abordé ça. » Puis, j'étais allée chez nous cette journée-là, puis j'avais des ailes. Je volais. Je me suis dit « Ah, je fais quelque chose de correct. Je fais quelque chose de bien. » Puis ça a changé ma façon de voir les choses beaucoup, beaucoup. Wow. Puis je pense que c'est très, très important. Si j'avais une petite phrase à dire, c'est « On a toujours à apprendre. C'est correct si aujourd'hui, tu as enseigné ça, ou tu as appris ça, ou tu as fait telle et telle chose, ou si quelqu'un t'a dit quelque chose et puis ça t'a fait penser peut-être un petit peu moins heureuse de quelque chose, tu en as toujours à apprendre. Donc, c'est le fun parce que le lendemain, tu reviens enrichi de ça. Oui. On est toujours en work in progress. Oui. Il n'y a jamais comme une destination finale de notre apprentissage. En tant qu'enseignante, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc, Et puis, c'est avec tellement de joie que tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Oui. Puis, tu apprends de tes jeunes. Tu apprends beaucoup, beaucoup de tes jeunes. Surtout, toi, tu les as plus vieux. Moi, avec les petites puces de 4 et 5 ans, bien, ce sont des caresses. Ils ont souvent, souvent besoin de te donner une caresse. On n'approche pas les enfants, mais quand ils t'approchent, c'est qu'un besoin est là. Donc, quand les petits arrivent, « Allô, Madame Monique! » Puis là, ils me font une caresse. Ta journée part avec un cœur qui sourit. Puis, puis avec les grands, ben c'est quand ils passent puis ils te donnent un petit coup d'épaule en passant. Oui. Ou, ça veut dire... Bon dîner, madame. Wow! Oui. Merci. Oui. Donc, ce lien, créer des liens avec les jeunes. Moi, je reviens les prendre à l'âge qu'ils sont, les aimer à l'âge qu'ils sont. Et puis, c'est correct que tu ne saches pas tout cette année. Tu as bien du temps pour en apprendre d'autres. Wow! Monique. Sur ça, j'aimerais te remercier d'avoir pris de ton temps pour venir me jaser sur le podcast, d'avoir pris le risque de te faire enregistrer, tu sais, pour que les gens nous écoutent plus tard ou en ce moment. C'est fou. Puis, tu sais, je termine tous mes podcasts en disant la même phrase. Puis, c'est important de rappeler tout le monde qu'en éducation, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis le reste, que sera, sera. Que sera, sera est fier d'être membre de la communauté Voicelle. Production, montage et musique réalisés par le talentueux Mathieu Leroux. Abonnez-vous sur les applications de podcasts telles Apple, Google, SoundCloud et nouvellement sur YouTube. À bientôt!